Bonjour à tous, c'est Tatora, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse multicritique. Il y a 16 trucs, je crois, dans cette multicritique. Voilà, c'est très rempli. Il y a 2 séries, 2 jeux vidéo et du coup, ouais, 12 films. Ça fait beaucoup de films, effectivement. Voilà, c'est des trucs que il fallait que je rattrape de janvier et février. Donc voilà, une très grosse multicritique sur la chaîne. Et du coup, on va pas traîner plus longtemps pour éviter que la vidéo fasse 40 temps. On va commencer immédiatement avec A Knight of the Seven Kingdoms. N'y a-t-il donc aucun vrai chevalier parmi vous? J'en ai un peu trop fait. Ouais, d'accord. Et alors, cette série, donc vous savez, la nouvelle série spin-off de Game of Thrones, il y avait déjà House of the Dragon, que ça, pour le coup, c'était très bien, et j'attends la saison 3 cet été. Et alors, ce Knight of the Seven Kingdoms, j'avais quelques attentes autour de cette série. Et vraiment, alors j'ai l'impression d'être le seul parce que beaucoup disent que c'est déjà l'une des meilleures séries de l'année. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Voilà, le premier épisode déjà, j'étais pas du tout emballé, j'ai pas regardé la suite et c'est là du coup, voilà, pour cette multicritique, vu que je savais que ça se terminait lundi, je me suis farci le reste. Et les 2 heures et demie restantes, je les ai pas beaucoup appréciées. Déjà, je trouve que ça met beaucoup trop de temps à démarrer. C'est-à-dire que j'ai pas le problème contre le blabla, parce que quand on prend House of the Dragon, par exemple, la saison 2, c'est plein de scènes de blabla. Il y a pas forcément beaucoup de scènes d'action au début, mais c'est du blabla intéressant, ça t'agrippe, ça t'intéresse, tu veux voir les décisions politiques, tout ça. Là, c'est vrai que c'est bien, on part dans autre chose. Un gars qui veut devenir chevalier, mais en fait, c'est un one man show pas drôle, quoi. En fait, c'est que la série, c'est pour les adultes, mais on fait des blagues niveau gamin de 2 ans. Je comprends pas, quoi. Donc c'est genre la blague au début de oh là là, on te lance la musique épique et puis après t'as l'autre qui chie, tu sais. Enfin, tu fais non, quoi. Non, vraiment. Déjà là, c'est long. Puis même dans les autres épisodes, c'est tout le temps des blagues. Le gamin, c'est c'est des blagues, enfin, ça se prend pas au sérieux, c'est tout le temps. Puis alors, les personnages sont vraiment très cons. Et puis voilà, ça tourne en rond. C'est vraiment une saison 1 qui déjà n'avance pas beaucoup. Et le pire, c'est qu'on va s'en taper encore 2 autres. Mais voilà, moi personnellement, j'ai été déçu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait de critique, parce qu'il y avait pas grand chose à dire dessus. C'est pas. En termes de photographie, même là, je peux pas dire que ça soit forcément très beau. C'est des fois trop sombre, des fois très grisâtre. Enfin, il n'y a pas vraiment une photographie très belle. Et en fait, ça sait pas quoi raconter, et ça se perd. Tu sens là derrière que c'est le cahier des charges de Warner qui te dit eh oh, ça, cette saga là, ça fait du pognon. Bon, House of the Dragon, malheureusement, c'est pas chaque année. Bon, vous bougez le cul, vous me faites un autre spin-off, quoi. Et le spin-off est pas intéressant. Alors voilà, c'est long, c'est chiant, alors que les épisodes durent 30-35 minutes. C'est vraiment des épisodes qui normalement devraient passer rapidement. Là, ça dure 30 minutes, t'as l'impression que ça fait 2 heures. C'est vraiment, ils sont longs, ces épisodes, en fait. Ça tourne en rond. Le récit ne m'a absolument pas grippé, alors qu'il y en a qui aimé, j'ai pas de problème avec eux. Mais voilà, pour ma part, j'ai pas aimé, j'ai l'impression d'être le seul. Donc dites-le en commentaire si vous aussi, vous avez pas été vraiment agrippé par le show. On va maintenant passer à Hamnet. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors Hamnet, donc c'est réalisé par Chloé Zhao, qui avait fait le super pourri film éternel à la con là chez Marvel, que tout le monde avait trouvé majestueux, alors que c'est l'une des plus grosses arnaques du MCU. Donc voilà, qui a fait un nouveau film, cette réalisatrice, pour encore nous prouver qu'elle est bien nulle hein, comme réal. Et bah paf, ça a pas manqué. Alors il y a quand même des gens qui ont dit qu'ils étaient mieux. Alors après, comme je dis, un film que moi je n'ai pas aimé, vous pouvez l'aimer. Voilà, pour moi, à mes yeux, c'est pas une bonne réal, ça l'a prouvé. Déjà, le concept m'a pas non plus énormément pris. La romance, elle est pas très intéressante. Et surtout, elle est pas très bien écrite. Et aussi pas très bien interprétée. Parce que les acteurs, ils jouent mal. Hein. Paul Mescal, zéro quoi. Hein. Bon, déjà que
Gladiator 2, c'était pas toujours ça l'interprétation, mais bon, ça se tenait à peu près parce que Ridley Scott, hein, voilà, Ridley Scott, même s'il a fait Alien, Prometheus et Covenant, il sait quand même diriger un acteur. Voilà, il sait tenir une caméra, il sait faire une mise en scène. Qu'est-ce que c'est pas intéressant, mais vraiment, ouais, non, quoi, ça marche pas du tout. Jessie Buckley ou je sais pas quoi, la fille, elle joue pas bien non plus. Mais donc, ouais, non, même elle, enfin, si vraiment elle récupère un Oscar pour ce rôle, donc ce Hamlet, bah voilà, c'est pas intéressant, c'est pas très très fou en termes de mise en scène. Les plans sont pas folichons non plus. L'esthétique, elle est pas non plus très soignée. C'est vraiment un film qu'on aurait pu faire dans les années 60, quoi. Le scénario est pas toujours bien écrit, loin de là. Enfin, le délire à un moment avec le père, t'as rien de enfin, des fois, t'as les personnages, j'avais l'impression que les personnages, ils étaient schizo, tu sais. Ils pètent un câble, et puis pouf, ça se recalme. Et puis pouf, ils repètent un câble. Et puis bon, voilà, la romance, tu la sens pas du tout à l'écran. Donc voilà, c'était long. On va maintenant passer à Primate. Numéro d'urgence, je vous écoute. Faut vous envoyer la police. Madame? Il m'a trouvé. Alors Primate, donc c'est lui aussi est sorti le même jour qu'Hamnet. Alors bon, déjà de quoi ça parle? Donc on suit des amis enfin, un groupe d'amis donc qui vont chez l'une des personnes du groupe. Cette personne, elle a un singe. Sauf que le singe va contracter une forme de rage, va sortir de sa cage et va commencer à tous les bouffer. Voilà, enfin à les buter quoi. Alors voilà, c'est vrai que les retours étaient pas bons et c'est pas une grosse merde. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, loin de là. Ça reste assez moyen, mais si pour vous, ça, c'est l'une des premières grosses merdes de l'année. Donc voilà, bon, on va passer rapidement dessus. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus très très inspiré pour le coup. Ça reste du déjà vu. Et ça va pas chercher plus loin que ça. Mais ça n'est pas forcément mauvais pour le coup. Voilà, ça reste très lambda. Il y a de la violence graphique et ça fait plaisir. Voilà, il y a quelques passages très 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 violents, notamment un passage dans une voiture, je n'en dirai pas plus, mais ouais, non, là c'est vraiment dégueulasse, ou la mâchoire, ou plein de trucs comme ça. Mais après, bon voilà, l'histoire, c'est pas non plus révolutionnaire, tu t'y attends. Voilà, tu t'attends à qui va survivre, qui va crever. On va maintenant revenir sur le film Gourou. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Encore une fois, ce que tu veux, c'est ce que tu es. Matt, qu'est-ce que t'as fait? Alors, Gourou, donc j'avais pas prévu de le voir pour le coup, et j'y suis quand même allé. Voilà, j'y suis allé, alors pourquoi? Ben parce qu'il y avait Pierre Ninet et que j'en avais des très très bons retours. Beaucoup me disaient que c'était un très 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 bon film. Bon, quelques-uns disaient que c'était pas terrible, mais bon, globalement, une grande majorité trouvait le film très très bon. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, voilà. Et puis bon, le film il continue d'être en salle et il continue de faire des entrées. Je crois qu'il se rapproche du million d'entrées, ce qui est bien, hein, parce que c'est pas du tout un marsupilami tout public. Voilà, c'est quand même moins tout public si tu veux. Et alors, donc de quoi ça parle? Donc on suit un Mathieu Vasseur, c'est ça, il s'appelle Mathieu Vasseur. En gros, il est coach de vie personnalisé, ou je sais pas, enfin coach de vie. Sauf que il y a des suspicions, enfin il y a un Sénat, je crois que c'est au Sénat, enfin bon, il y a une conférence autour pour savoir si bah voilà, les coacheurs de vie comme ça, c'est pas dangereux. Parce qu'il y en a eu des cas graves, tout ça. Et en fait, il va commencer à perdre pied et à s'enfoncer dans un délire paranoïaque et devenir complètement fou. Ouais, mais bon, voilà, il y a plein de petites intrigues que je ne dirai pas. Et ouais, bordel, qu'est-ce que c'était bien là-dessus! Ah non, vraiment, ça s'en sort
très très bien. J'ai été vraiment bluffé parce que bon, voilà, Pierre Niney, c'est pas non plus l'acteur dont je suis le plus grand fan. Donc ouais, Niney, il s'en sort très très bien en termes de jeu d'acteur. Le gars joue en français et en anglais dans le même film. Ouais, non, vraiment, chapeau. Ils ont même, voilà, quand je dis que des fois, si tu veux, le film, il n'a pas eu 3000 décors, par exemple, mais il a un minimum ambitieux quand le film déjà va aller chercher un acteur américain. Tu te dis, ah ouais, carrément. Puis même, il va jouer avec les médias. Tu vas voir un passage. Bon, t'es pimpé, je suis pas du tout un grand fan. Enfin, j'en ai un peu rien à foutre. Euh, J'en ai même rien à foutre du tout de TPMP, mais. Enfin, moi, c'est pas le truc que je regarde. Mais bon, voilà, il y a des gros, gros passages, des gros trucs. Tu te dis, mais waouh, ouais, quand même, ça va chercher loin. Voilà, ça va chercher loin dans tout ça et tu te dis: «Mais, waouh, vraiment c'est bah, ouais, c'est fou en fait, jusqu'où ça peut aller». Ça part dans des délires complètement barrés et moi ça m'a beaucoup, beaucoup plu ce film, donc je vous le recommande. Voilà, Gourou. Oui, allez le voir, c'est je pense l'un des meilleurs films français de l'année et l'un des meilleurs thrillers français que j'ai vus. Donc, allez le voir, c'est très, très bon, que ce soit la musique, la mise en scène aussi, parce qu'à un moment, il y a la caméra qui est derrière Pierre Niney, elle va passer au-dessus de lui et en fait, elle va, tout en gardant le même axe, passer devant et du coup, on va le voir à l'envers et tout. Enfin, il y a des idées de mise en scène, c'est vraiment dingue, quoi. Et ça marche très, très bien. Les acteurs tous, hein, ils jouent très bien aussi. On va maintenant passer à Team Démolition. Pourquoi elle avance pas, ta caisse de merde? Alors, Team Démolition. Donc c'est avec Jason Momoa et comment qu'il s'appelle l'autre? Dave Bautista, voilà, je savais plus son nom. Donc c'est un film sorti sur Prime Video. D'ailleurs, il s'appelle The Waking Crew en anglais. C'est vrai que souvent on trouve les affiches en anglais. Bref, et alors ce film, bah, c'était alors bon déjà de quoi ça parle? Donc en gros, 2 frères se retrouvent, lorsque leur père meurt dans des circonstances étranges et bah, du coup, ils vont devoir essayer de trouver qui c'est qui est derrière tout ça et bon, évidemment, ça va être de la baston, de la baston. Donc oui, c'est pas très intelligent, c'est vraiment le film de baston type années 80. Enfin, je veux dire par là, c'est pas non plus révolutionnaire, mais ça fait bien le taf. Il y a des bons plans séquences. Donc le réal, c'est celui qui avait fait Blue Beetle, bon, qui formellement est l'un des moins pires du DC Universe, mais il reste quand même à chier. Et du coup, effectivement, bah, ils ont fait... enfin, voilà, en gros, c'est un film d'action, donc c'est violent. L'humour marche bien, s'il y a de l'humour qui fonctionne plutôt bien. En tout cas, sur moi, ça a bien pris. Le délire marche bien, voilà. Bon, c'est vraiment le gros blockbuster sous testostérone, hein. On retiendra quand même, en point négatif, la scène d'autoroute qui, en soi, est géniale, mais les effets spéciaux étaient dégueulasses. Voilà, je suis désolé, l'hélicoptère, oh là là, quel bouillie visuel, vraiment, j'avais mal aux yeux. Allez, on va revenir au cinéma français, plus précisément même aux séries, avec la série Les Lyonnes. Say my name, 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 name. Alors, la série Les Lyonnes. Donc, série sortie sur Netflix. C'était début février, je sais plus exactement la date. Alors, bon, donc série, bon, enfin, je sentais déjà, vu la bande-annonce, que ça allait être tout pété. Donc, déjà, de quoi ça parle? Donc, en gros, il y a une histoire, voilà, c'est des meufs qui sont un peu à la dèche, quoi, et qui vont faire un braquage, mais bon, voilà, évidemment, il va y avoir des problèmes, tout ça. Donc, merde féministe, merde woke, voilà. Enfin, il suffit de voir l'affiche pour voir que c'est féministe et que c'est woke. Et donc, en méchant, nous retrouvons François Damien, hein, donc le méchant homme blanc, hein, parce qu'évidemment, tous les autres qui sont pas blancs sont pas des méchants, mais voilà, les méchants, donc c'est lui. Et puis l'autre dealer du coin, là, hein, voilà, avec sa fausse barbe de 2 jours, quoi.
Et alors François Damien, c'est le pur cliché du gars raciste, hein. Donc voilà, patriotique, hein, tellement qu'il a un putain de coq chez lui. Et alors sa femme, il s'en bat les couilles, mais il pleure à la mort du coq. Voilà. Tu te dis, mais voilà, la scène où il y a le coq qui meurt et qu'il est en train de chialer et tout, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je visionne, vraiment. Alors bon, par chance, j'approchais de la fin, mais waouh, non, vraiment, c'est vraiment tout nul, quoi. Vraiment, c'est nul. Puis même les twists, et en fait, tu sens qu'il y a eu aucune réflexion chez les scénaristes. C'est genre, tiens, on va mettre elle, tiens, on va faire ça. Et il y a pas de cohérence, il y a pas de logique. Genre, le gars, il sort de tôle, alors qu'avant, 2 épisodes avant, on disait que c'est dans, je sais plus combien de temps qu'il allait sortir, enfin, dans un long moment. Le gars, 2 jours après, ça y est, pouf, il est déjà dehors. Enfin, what? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, bon, je parlerai même pas de la fin, hein, voilà. Bah si, bon, de toute façon, personne va la voir cette série. Donc allez, voilà, je vais vite fait parler de la fin. Donc il y a le François Damien qui s'est arrêté, le dealer du coin, et bah, tu sais pas pourquoi, donc celle qui a des gosses se dénonce, pour se faire arrêter. Et là, j'ai envie de te dire, quel est le con ou la conne, hein, je sais pas qui c'est qui a écrit cette merde, parce qu'ils sont 3 à écrire cette merde, qui a validé ça? C'est-à-dire que donc dans le groupe, bon, t'en as une qui doit avoir en gros 18-20 ans, quoi, qui est lesbienne d'ailleurs, hein. Bah oui, parce que oh, on est chez Netflix, hein, le wokisme forever, hein. Bon, t'as la vieille, oui, bon, je veux dire la vieille, enfin celle qui a au moins 50 piges, quoi, qui était avec donc François Damien. Donc tu te dis, elle, on en a un peu rien à foutre, hein, si elle s'est arrêtée, mais tu comprends, elle a un fils qui est grand et puis elle a une relation avec un flic, donc oulala. Donc t'as l'autre, je sais même plus comment elle s'appelle, qui a 3 ou 4 gosses là, et t'as l'autre qui est schizo et qui n'a pas d'enfant, rien. Et donc tu te dis, tu la dénonces elle, parce que vu qu'elle est schizo, elle va du coup, elle va pas vraiment pouvoir être jetée en prison parce que du coup elle va être dans un asile. Ils vont donc en plus de cela la soigner, et après ils vont la relâcher parce que du coup ils vont mettre le tout sur la maladie. Enfin normal tu te dis ça. Non, non, elle se dénonce, donc en gros ces gosses, ils ne verront plus la maman et le papa est décédé. Donc je me pose vraiment la question de la cohérence dans ce film. On va maintenant parler de Hurlevent. Embrasse-moi. Et nous serons tous les deux maudits. Alors, Hurlevent, donc ça adapte le livre Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë, je crois que c'est. Et donc ça raconte donc l'histoire d'amour entre Cassie et Radcliffe, voilà. Et alors, bon, voilà, je comprends qu'il y en ait qui est aimé, je comprends qu'il y en ait qui soit pas rentré dedans, parce que j'en fais partie. L'histoire d'amour, je suis jamais rentré dedans. Et non, je me suis fait chier, voilà, je me suis vraiment fait chier devant ce film. Pas trouvé que ça gagnait grand-chose. La romance, tu la sens pas vraiment, même si les acteurs jouent le jeu, même en promotion, là. D'ailleurs, ce qui a fait polémique, parce que maintenant tout fait polémique, hein. Je suis pas rentré dedans et ça m'a pas vraiment intéressé. Les acteurs jouent pas très très bien, j'ai trouvé. Voilà, bon, Margot Robbie, c'est souvent un pouce dégueulant, des trucs comme ça. Enfin, ça joue pas très bien. Et puis bon, Jacob Elordi, qui est pourtant un bon acteur, hein, voilà, dans Frankenstein, il joue très bien. Mais là, enfin, sans déconner, c'est pas parce que tu lui fous 3 balles de cul que ça y est, le gars, il est viril, quoi. On dirait les gars en charge de Marty Supreme qui ont foutu une moustache à Chalamet pour faire genre, le gars, c'est un homme. Bah non, on dirait juste un ado prépubère, quoi. Bon, bah là, c'est pareil. On va maintenant parler des enfants de la Résistance. Il faut quelque chose qui frappe les esprits. C'est ce qui arrive aux gens un peu trop curieux en temps de guerre. Mais la guerre est finie. Pas pour tout le monde. Alors, les enfants de la Résistance, donc, je sais plus comment il s'appelle, le réal, mais c'est celui qui avait fait les choristes. Donc d'ailleurs, le film a déjà une suite annoncée, et même, ça a été annoncé, ce sera une trilogie. Donc c'est adapté de BD, apparemment ça adapterait les 2 premiers tomes. Alors, j'ai lu 2-3 tomes. Bon, je m'en souviens plus parce que ça fait un petit moment que je les ai lus, mais bon, ouah, je me souvenais de quelques petits détails, notamment l'affiche. Il y a l'une des affiches qui est un peu la même que la couverture de la BD, du premier tome.
Et alors ce film, bah putain, waouh, ça te vraiment, bah oui, bon, c'est l'un des meilleurs films de l'année, hein. Donc l'histoire en gros, donc la Seconde Guerre mondiale est déclarée. Bon, un mois après, donc c'est officiel, les Français ont perdu. Les Allemands arrivent dans un petit village, je sais plus comment il s'appelle. Et donc des enfants vont donc décider de lutter. Enfin, ils en ont marre des nazis et donc ils vont essayer enfin, ils vont faire un mini réseau de résistance pour emmerder les nazis. Bref, vraiment, le film il est génial. Déjà, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est-à-dire c'est pas bon, les nazis c'est tous des méchants, voilà, parce qu'on te montre certains nazis qui sont pas forcément des enfoirés, notamment deux qui jouent au foot avec les gosses à un moment. On te montre un peu aussi la cruauté de la guerre, sans que les gosses soient complètement traumatisés, mais voilà, on te montre un peu ce que c'était l'occupation de la guerre à travers les yeux d'un enfant qui est censé être plus neutre, et en fait on te montre que c'est ça qui est bien fait, c'est qu'on te montre le avant, donc vraiment l'enfance, et le après où vraiment tu sens que que ces pauvres enfants n'ont pas eu d'adolescence, quoi. C'est des gosses, adultes directement, notamment, bon, vu la fin, et tu te dis, ah, waouh, vraiment, ça se coupe pas mal. Les acteurs, mais bravo. Alors, Artus, depuis deux trois films, le gars, il joue des rôles sérieux. Et putain, il joue bien, le con, parce que c'est vrai que, bon, souvent, on le voyait dans les comédies vraiment pas top. Et ça fait deux trois fois qu'on le voit dans des films, ouais, où il faut être sérieux, drama, et il s'en sort très bien dans celui-là, dans Chien 51 aussi. Gérard Jugnot aussi, bravo, parce que pour une fois qu'il est pas comique, bon, enfin si, il a deux trois répliques un petit peu comiques, parce qu'il faut apporter un minimum de comique, mais même là, il s'en sort quand il faut être sérieux. Vraiment, c'est un très 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 bon film. Ça marche vraiment très très bien. Et on va maintenant parler de Aucun autre choix. Alors, Aucun autre choix, donc qui est sorti lui aussi le 11 février. Il y a énormément de trucs le 11 février, c'est un truc de fou. Alors, Aucun autre choix, donc réalisé par Park Chan-wook, bon je sais pas comment ça se prononce. Et alors, bon déjà de quoi que ça parle, donc un homme qui travaille, donc c'est en Corée je crois, il gagne bien sa vie, ils ont une bonne maison, enfin une bonne vie sociale, et d'un seul coup, il perd son emploi, il n'arrive pas à en trouver, il essaie tout, et sa seule solution serait de tuer ses concurrents pour pouvoir avoir un poste et rester à son niveau de vie sociale. Je n'ai pas du tout aimé ce film. Alors je m'y attendais pas parce que même moi la bande-annonce je me disais ah ouais tiens ça a l'air sympa. Bah c'était nul. Alors vraiment ouais c'était pas terrible hein. J'ai été déçu. Ah j'ai été vraiment déçu parce que je m'attendais à quelque chose de mieux. Et en fait bon déjà la vengeance ça doit arriver la première mort doit arriver au bout de 50 minutes, 1 heure. C'est long, vraiment, le démarrage, c'est interminable, ça tourne en rond, tu comprends pas là où ils vont en venir. Et même après la première mort, ils partent. En fait, c'est bizarroïde, quoi. La mort de la première personne, j'étais là vraiment devant la scène, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train. Pourquoi je suis allé voir ça? Pourquoi je me suis tapé des kilomètres pour voir ce truc? Mais what? Donc, ouais, non, vraiment, c'était pas terrible là-dessus. En termes de jeu d'acteur, même là, ça joue pas très bien. Des fois, c'est même très très cringe. Alors, je sais, bon voilà, c'est coréen, c'est machin. Mais Squid Game, par exemple, c'était pas très cringe, hein, mais là, vraiment, c'est cringe, quoi. Il y a des moments, le jeu de certains acteurs, tu fais what the fuck, les répliques sont pas toujours bien écrites. Même en termes de réal, j'ai pas trouvé le plan vraiment folichon. Donc, voilà, puis même ça tourne en rond, il essaie de tuer un gars au début avec le pot de fleurs, que c'est même l'affiche du film, enfin l'une des affiches, et finalement non. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi ça tourne en rond comme ça? Pourquoi même personne l'embauche? Enfin, c'est très bizarre, et puis il va emprunter des répliques à des personnes, enfin, c'est très chelou. Vraiment, c'est un film, je suis jamais rentré dedans. On va maintenant parler de Sandhelp. On devrait rester ici pour toujours.
Alors, Sendelp, donc le nouveau film de Sam Raimi, donc voilà, on le connaît pour la trilogie Evil Dead, pour la trilogie Spider-Man, entre autres, pour Doctor Strange Multiverse of Madness, entre autres, et bon, d'autres films, donc voilà, c'est un réal plutôt connu et plutôt bon, mais je dirais très bon. Alors déjà, de quoi parle ce film? Donc on suit un pédagogue et une employée qui traite un peu comme de la plèbe. Bon, il est obligé de la prendre pour une réunion, une conférence ou je sais plus quoi, à Bangkok, je crois, un truc comme ça. Ils prennent l'avion a un problème, tout le monde, enfin l'avion s'écrase dans la mer, tout le monde meurt sauf 2 personnes, évidemment le PDG et l'employé, qui se retrouvent sur une île, «déserte» entre guillemets, parce qu'il y a quand même des animaux, tout ça, et ils vont donc devoir cohabiter ensemble et essayer de tout faire pour survivre, et il y aura des péripéties. Et alors, j'ai entendu des retours, certains disant que c'était, vraiment un gros film d'horreur, d'autres un gros délire humoristique. Je dirais que c'est vraiment un bon mélange des 2. Enfin bon voilà, de toute façon il a toujours bien mélangé les genres, Sam Raimi. C'est un mélange romantique, un mélange horrifique, un mélange fun, par moments aussi. Voilà, c'est un mélange qui passe très, très bien. Beaucoup aimé, ce film. Donc oui, bon, là aussi, je vous le conseille. Et donc le film marche très bien en termes d'horreur. Les effets spéciaux sont très bien faits. Il y a qu'un moment, quand ils sont en haut de la montagne, où niveau CGI, c'est pas toujours très bien fait. Mais globalement, le film marche plutôt bien. Donc je vous conseille ce film. Bah, c'est un très très bon film. L'horreur marche bien, l'humour marche bien, les acteurs jouent très bien. Les décors sont bien faits, il y a des super bonnes idées de mise en scène aussi, des transitions sur les yeux. Il y a une scène aussi où c'était dégueulasse, où t'as le PDG qui bouffe un insecte, mais l'insecte il est encore vivant. Ouah, c'est dégueulasse. Voilà, ça c'était vraiment dégueulasse, mais sinon, voilà, le film est très très bon, la musique aussi marche très bien. Crash d'avion m'a beaucoup fait rire. On va revenir sur God of War, Sword of Sparta. Be ready for Sparta! Alors, ce God of War, eh ben, c'était bien cool. Voilà, le gameplay marche plutôt bien. Même graphiquement, c'est plutôt joli. Bon, les personnages, pour le coup, je les aurais pas fait comme ça. Mais voilà, ça marchait plutôt bien. Niveau musique aussi, c'est très très bon. La BO est très bonne. Il y a un système d'amélioration, il y a des choses qui marchent plutôt bien. Voilà, c'est un bon petit jeu que je peux vous recommander pour le coup. On va maintenant parler de Cold Storage. Il y a un truc qui déconne, ça c'est sûr. Et là où les missions tournent dans des trucs plutôt oubliables, bon, jusqu'à l'année dernière avec Y a-t-il un flic, et ben ce film, j'ai bien aimé. Alors bon, déjà de quoi ça parle? Donc en gros, Liam Neeson et une amie à lui, une experte, sont confrontés à un cas de champignon qui en fait contrôle les neurones des gens pour qu'ils explosent en fait. Il les fait exploser de l'intérieur. Et en fait, le but c'est qu'ils contaminent quelqu'un d'autre pour que le champignon se propage, pour propager dans le monde entier. Donc ils arrivent à confiner le champignon, et des années plus tard, Joe Carey et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice, tombent dessus, enfin travaillent à la base spéciale qui les garde, et se rendent compte que le champignon est en train de s'échapper de son confinement. En fait, il a réussi à trouver un système de bactéries ou je sais pas quoi pour s'échapper, et donc Liam Neeson est appelé pour essayer d'arrêter tout ça, mais pendant ce temps, donc, il va y avoir des cas de contamination plutôt étranges. C'était très très bon, et je pense même que c'est l'un de mes films coup de cœur de l'année. Donc déjà, visuellement, ça passe à peu près bien. À peu près, parce que des fois, ils font des espèces d'avance rapide pour montrer qu'il y a un bâtiment qui se construit de confinement du virus. Là, pour le coup, ça fait vraiment très très numérique. Globalement, ça passe plutôt bien pour le coup. Les maquillages aussi, parce que quand les gens sont infectés, tout ça, il y a un maquillage de taré. Et alors, bordel, qu'est-ce que ça joue bien! Mais
Ouah, Joe Carey, bah, il montre encore une fois que c'est un très, très bon acteur. Même l'autre actrice, je sais plus comment elle s'appelle, s'en sort très bien. Bon, Liam Neeson, comme d'hab, et il y a même un moment, il m'a quand même bien fait rire parce qu'il a une crampe ou un truc comme ça à un moment. Enfin bon, je vous spoil pas, mais du coup, ça fait vraiment, ça renforce le fait que bon, bah, c'est un ancien militaire. Ça casse un peu le mythe de Taken, où dans Taken, c'est le vieux agent secret, machin. Et là, en fait, on se montre que justement, oui, il est vieux, donc il a des problèmes de dos, des trucs comme ça. Et pour le coup, ça m'a bien fait rire. On va maintenant revenir sur Poppy Playtime, chapitre 5. Alors, ce chapitre 5, eh ben, bon, oui, comme d'hab, c'est très bon. Je l'ai même préféré, je pense, au précédent, au chapitre 4. Là, je trouvais qu'il y avait plus de tension, et puis même, voilà, l'univers est beaucoup plus poussé. Et en fait, quand je joue à un Poppy Playtime, j'ai vraiment l'impression de jouer à un film, en fait. De faire un film et tout. Et c'est génial, et on a plaisir à explorer cet univers de fond en comble. Il y a beaucoup de scènes de tension qui marchent beaucoup, notamment tout le début avec Huggy Wuggy. Voilà, ça te met une bonne grosse scène de tension. On a enfin la découverte de qui c'est le prototype. Waouh, ouais, il est bien flippant. Et bon, évidemment, voilà, cette fin énigmatique. Alors d'ailleurs, c'est vrai que c'est assez bizarre cette fin, parce qu'en fait, il y a une espèce de double fin. C'est peut-être le défaut. Je pense qu'en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est que pour éviter de perdre des fans, ils ont dit on va faire une fin, comme ça les gens ils se disent c'est bon, si moi j'ai plus envie de continuer, bah je peux arrêter là. Et une autre fin alternative, moi je trouve ça pas forcément déconnant, c'est juste bizarre qu'ils ont vraiment mis les deux à la chaîne. Mais bon voilà, une fin qui te dit bah Prototype, il est indestructible, et une autre qui te dit bon, il y a peut-être moyen de le battre. Mais voilà, on va encore en chier des ronds de chapeau. On va maintenant parler de Shelter. Alors, Shelter, donc c'est sorti malheureusement en VOD. Bon voilà, c'est toujours les mêmes scénarios, hein, entre guillemets. Hein. C'est l'ancien militaire, l'ancien agent secret, l'ancien je sais pas quoi, d'un programme secret défense machin truc, qui un jour quelqu'un l'emmerde, ou alors il décide de se venger, ou il arrive un truc qui fait qu'il se fait repérer, et il part dans un délire de vengeance où il bute tout le monde. Voilà, bon, c'est du déjà vu, t'as pas forcément peur, hein. Même si pour le coup Shelter, si, mais au fond t'as pas spécifiquement peur pour Statham, parce que tu sais qu'il va survivre. Et bon, ce film c'était sympa, mais honnêtement, moi qui adore, enfin vous le savez, moi j'adore les films d'action. Là, ce film-là sera vite oublié. Vraiment, pour moi, c'est un peu de la même lignée que Working Man. C'est sympa, mais bon, vraiment, c'est pas folichon. Même en termes de morts, on nous vendait plein de morts. Il y en a pas tant que ça. Même en termes de violence, c'est pas très très violent pour le coup. Ça, c'est dommage. Bon voilà, on restera en tête bien plus Beekeeper. On va maintenant revenir sur Is This Thing One. J'étais pas malheureux à cause de notre mariage. J'aurais aimé avoir une punchline. Alors ce film, bon voilà, je vais vous épargner ma prononciation anglaise dégueulasse. Donc nouveau film de Bradley Cooper qui a fait A Star Is Born et Maestro. Bon, Star Is Born, allez, ça passe, mais Maestro, c'était pas terrible pour le coup. On n'est pas non plus sur un chef-d'œuvre. Il va vouloir, donc le film en gros va se centrer sur un couple. Et on va voir un peu bah, voilà, les tensions, surtout en couple lors d'un divorce. Et on va voir un peu comment tout ça va se passer. C'est du déjà vu, voilà. Mais c'est du déjà vu qui est efficace.
Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. S'il va filmer en mode, en plan séquence des fois et puis, c'est-à-dire que quand il y en a un qui fait du one man show, tu la caméra qui va sur la gauche, puis qui va derrière, puis qui va sur la droite et puis qu'après il va passer devant. Donc voilà, tu une caméra à peu près dynamique, mais globalement, il y a pas grand-chose à en tirer, voilà. C'est un film que je peux vous conseiller. On va maintenant parler de La Falaise. Ça ne peut finir que dans le sable trempé de son sang ou du mien. Alors, bon, donc La Falaise, c'est un film en fait où des pirates attaquent un village paisible parce qu'ils viennent chercher de l'or caché, je sais pas quoi. Sauf qu'ils tombent sur une femme qui est un peu la tueuse d'élite du coin, quoi. Enfin, une femme qui en fait est une ancienne grande pirate ou je sais pas quoi, et donc elle va décider de leur refaire le portrait. Et alors, c'est pas vraiment mauvais, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment devant le film. C'est à peu près divertissant, c'est pas le problème, hein, voilà, en termes de réal, ça s'en sort bien, voilà, c'est à peu près bien fait. Il y a que les CGI au début des bateaux dans la mer, c'était pas très, très beau ça pour le coup, ça piquait un peu les yeux. Mais bon allez, globalement ça passait à peu près. Mais en fait, il y a c'est que, bon moi au moment où j'ai vu le film, je ne savais pas de quoi il parlait. Je savais juste que c'était un film avec Karl Urban. Donc je me suis dit: «Bon tiens, voilà, Karl Urban qui commence de plus en plus à se faire reconnaître». Donc ouais, bah, j'ai été déçu parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus dans le délire pirate et le début du film, c'est un délire pirate. Voilà, on montre vraiment la barbarie des pirates et je me suis dit: «Ah ouais, putain, peut-être qu'ils vont faire un truc, bon, à la Pirates des Caraïbes, mais avec de la barbarie». Parce que bon, Pirates des Caraïbes, c'est un peu gentil, on va dire. Là vraiment, voilà, montrer toute l'escroquerie, peut-être même montrer des choses vraiment violentes, tu vois? Et en fait, ça fait des pirates bisounours, en fait, c'est ils sont donc voilà pour conclure cette grosse vidéo multicritique. Abonnez-vous, laissez un like et mettez en commentaire ce que vous avez pensé, bah, de tous ces trucs et donc moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.